Bonjour, ici Anis Assad, externe senior à l'Université de Montréal. Il me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de podcast. Nous traiterons aujourd'hui de l'évaluation et la prise en charge du cancer du rein. Nous réviserons les éléments cliniques se rapportant à l'épidémiologie, la physiopathologie, la présentation clinique et le traitement du cancer du rein. On va débuter premièrement par un cas clinique. Donc, il s'agit d'un homme de pétrochimiste retraité de 65 ans qui est connu fumeur de 40 paquets années et qui présente un léger surpoids. Il s'est présenté à l'urgence avec un tableau de douleur à la fosse iliaque gauche subite et avec de la fièvre. Le diagnostic de diverticulite est confirmé après le bilan sérique et un scan AP avec contraste. L'urgentologue vous demande en consultation pour une découverte fortuite au scan mentionnant une masse kystique de 6 cm au pôle supérieur du rein droit avec parois irrégulières prenant le contraste Bosniak 3 avec une absence de lésion au niveau des ganglions, absence de thrombus au niveau de la veine rénale et aucune lésion au niveau du rachis dorso-lombaire. Afin de mieux comprendre les trouvailles de la vignette clinique, abordons plus en profondeur le cancer du rein. Au Canada, le cancer du rein se classe au 6e rang des cancers les plus fréquemment diagnostiqués chez les hommes et 11e chez les femmes. C'est le 3e cancer urologique en termes d'incidence, après les cancers de la prostate et de la vessie. Mais c'est celui qui présente la plus haute létalité. Il touche plus l'homme que la femme, avec un ratio de 3/2. Son pic d'incidence se situe entre 50 et 70 ans. L'incidence du cancer du rein augmente constamment depuis 30 ans, et cette hausse s'explique en partie par les détections fortuites effectuées au cours d'examens d'imagerie abdominale de plus en plus répandus, et aussi par le vieillissement de la population. Il existe plusieurs facteurs de risque pour les cancers du rein, dont le tabagisme, l'obésité, l'hypertension, la polykystose acquise dédialysée, la prise excessive de phénacétine, retrouvée antérieurement dans l'aspirine et certains INS, l'exposition occupationnelle aux dérivés du pétrole, aux métaux lourds et à l'amiante. On retrouve aussi certains syndromes familiaux plus rares prédisposant au cancer du rein, tels que la maladie de von Hippel-Lindau et le carcinome papillaire héréditaire et le syndrome Big Hog-Dubé. Les masses rénales solides peuvent être bénignes ou malignes. D'ordre général, plus la masse est volumineuse, plus le risque d'une tumeur maligne est grand. Alors que 30% des masses solides de 2 cm sont bénignes, à 4 cm, ce pourcentage descend à 15%. Mais les masses bénignes peuvent parfois aussi atteindre de bien plus grands volumes. Il s'agit majoritairement de l'oncocytome, une tumeur bénigne d'origine épithéliale représentant 5% des tumeurs rénales, et de l'angiomyolipome, une tumeur mésenchymateuse formée de tissus adipeux, de fibres musculaires lisses et de vaisseaux sanguins. Il touche surtout la femme. Bien qu'elle soit bénigne, l'angiomyolipome présente un risque d'hémorragie spontanée lorsque son diamètre dépasse 4 cm. On suggère alors par prévention une embolisation ou une résection chirurgicale. Quant aux tumeurs malignes chez l'adulte, les carcinomes rénaux représentent 90% des cancers du rein. On retrouve 4 types histologiques principaux. En ordre de fréquence, le premier est le carcinome à cellules claires, qui représente environ 75% des cas. Le deuxième est le carcinome tubulopapillaire, qui représente entre 10 et 15%. Notez qu'il existe 2 sous-types, le type 1 et le type 2, le deuxième étant plus agressif. Le troisième est le carcinome chromophobe, moins de 5% du temps. Le type histologique est assez rare, mais de bon pronostic. En quatrième lieu, on retrouve le carcinome de Bellini ou carcinome des tubes collecteurs qui représente environ 1% des cas. Notez qu'en clinique, on utilise le grade de Fuhrman comme facteur pronostic afin de catégoriser les tumeurs malignes en fonction de la morphologie nucléaire, l'aspect du noyau et la taille du nucléole plus précisément. On distingue les tumeurs de bas grade, Fuhrman 1 et 2, et de haut grade, Fuhrman 3 et 4, qui présentent un plus mauvais pronostic. Intéressons-nous à présent aux manifestations cliniques. La triade classique associant hématurie, douleur au flanc et masse abdominale palpable n'est retrouvée que dans 10% des cas. Dans près de 2/3 des cas, les tumeurs rénales sont diagnostiquées de manière fortuite lors d'un examen d'imagerie abdominale dans le cadre d'une investigation de symptômes non urologiques. Une tumeur volumineuse ou une atteinte métastatique peuvent être responsables d'atteintes paranéoplasiques. On peut retrouver une hypertension,
un état inflammatoire entraînant fièvre, anémie et perte de poids, la polyglobulie, secondaire à la production d'EPO, une hypercalcémie, plus rarement un syndrome de Stoffer qui se caractérise par une hépatomégalie et une cholestase intrahépatique anictérique sans métastase hépatique décelable. D'autres signes et symptômes peuvent être présents selon l'extension locale ou la présence de métastases. On peut retrouver des plaintes compatibles à d'éventuelles métastases osseuses. Notez que les métastases osseuses du cancer du rein sont le plus souvent des lésions lytiques plutôt que blastiques. L'apparition récente d'une varicocèle doit faire suspecter un thrombus tumoral dans la veine rénale ou dans la veine cave. Notez que la situation est plus préoccupante en présence d'une varicocèle droite, puisque la veine gonadique droite se jette directement dans la veine cave inférieure, contrairement à la veine gonadique gauche qui se jette dans la veine rénale gauche. Notez que le carcinome à cellules rénales métastase le plus souvent aux ganglions, aux poumons, aux glandes surrénales, au foie, au cerveau et aux os. Au niveau des investigations, le CT scan AP avec injection de contraste intraveineux est l'examen de choix pour l'évaluation des tumeurs rénales. Le CT scan fournit des renseignements sur l'envahissement local, mais également des renseignements sur l'extension locorégionale et l'envahissement ganglionnaire et veineux. Rarement, l'IRM est demandé pour des situations particulières, telles que l'évaluation de l'extension tumorale au niveau de la veine cave inférieure ou une évaluation de personnes enceintes, allergiques à l'iode ou présentant une atteinte de la fonction rénale. Notez que l'imagerie ne permet pas d'établir formellement un diagnostic de cancer du rein. Le diagnostic résulte d'une analyse anatomopathologique. Les tumeurs bénignes et malignes sont similaires à l'imagerie, à l'exception des angiomyolipomes qui peuvent généralement être identifiés en raison de la présence de zones de graisse facilement identifiables dans la masse. Afin d'éviter une intervention inutile à ceux présentant une lésion bénigne, il peut être intéressant d'effectuer une biopsie sous guidage échographique pour les petites masses rénales de moins de 3 à 4 cm. Toutefois, pour les masses inaccessibles ou pour les masses plus volumineuses, une chirurgie est généralement proposée d'emblée. Pour compléter le bilan initial, un rayon X ou un scan thoracique et un bilan sérique comportant une FSC, ionogramme incluant la calcémie, un bilan hépatique, LDH, urée et créatinine sont requis. Une série osseuse est aussi demandée en cas d'élévation de la phosphatase alcaline afin d'écarter des métastases osseuses. Un scan ou IRM cérébral devrait être considéré en cas de volume métastatique important ou de symptômes neurologiques. Pour les masses kystiques, la très grande majorité constitue des kystes simples, mais une minorité peut être complexe. L'échographie est l'examen de choix pour distinguer des lésions liquides de solides. Toutefois, le scan injecté est nécessaire en présence d'un kyste complexe afin de mieux le caractériser. La classification de Bosniak permet de distinguer radiologiquement les lésions kystiques bénignes, Bosniak 1, 2, des lésions à haut risque de malignité. Notez que 45% pour les kystes de type 3 et 95% pour les kystes de type 4. Plus concrètement, un kyste simple présente une densité homogène des parois régulières, une absence de rehaussement après l'injection de produits de contraste et parfois une petite septation interne ou une calcification, alors qu'un kyste suspect va présenter des parois épaisses et irrégulières, de multiples calcifications et un rehaussement des parois ou des septations après injection de produits de contraste ou même une masse solide interne. Les kystes simples Bosniak 1 et 2 n'ont pas besoin d'être suivis, alors que les kystes Bosniak 3 ou 4 doivent être pris en charge, soit par exérèse ou par surveillance. La biopsie est à proscrire en présence d'une masse liquide. Finalement, les kystes Bosniak 2F, qui présentent des caractéristiques intermédiaires, doivent faire l'objet d'un suivi sérié d'imagerie, puisque 10 à 15% évolueront vers des kystes Bosniak 3 ou 4. En ce qui a trait au pronostic, le système TNM est utilisé pour le staging du carcinome à cellules rénales. Des considérations anatomopathologiques spécifiques sont recherchées, telles que l'envahissement de la veine rénale, la graisse périrénale, de la surrénale et une progression au-delà du fascia de Gerota. On s'intéresse aussi à l'envahissement des ganglions régionaux et la présence de métastases à distance. Il existe plusieurs facteurs pronostiques pour le cancer du rein. On retrouve le stade TNM, le grade de Fuhrmann,
l'altération de l'état général et les marqueurs pronostiques au stade avancé de la maladie, tels que les LDH sériques, les plaquettes, le calcium, les neutrophiles et l'hémoglobine. Notez qu'au moment du diagnostic, le carcinome à cellules rénales est localisé chez 45% des patients, localement invasif chez environ 33% et étendu à des organes à distance chez un peu plus de 25% des patients. Concernant la prise en charge, notez qu'en raison de sa fréquence et de la pertinence pédagogique, nous aborderons les grands principes de traitement en lien avec le carcinome à cellules claires dans ce podcast. La prise en charge du cancer du rein à cellules claires dépend principalement du niveau d'évolution de la tumeur et du risque chirurgical du patient, notant l'âge, les comorbidités, l'altération de la fonction rénale et l'espérance de vie limitée. Pour les tumeurs localisées au rein, le traitement curatif standard pour les petites masses inclut, si techniquement possible, la néphrectomie partielle ou la néphrectomie radicale qui inclut l'ablation du rein et parfois de la glande surrénale, de la graisse périrénale et du fascia de Gerota. En l'absence de métastases, ces deux options assurent une chance raisonnable de guérison. Dépendamment de l'expertise de l'urologue, plusieurs approches chirurgicales peuvent être considérées, soit la chirurgie ouverte, la chirurgie par laparoscopie et la chirurgie robot-assistée. En règle générale, les approches moins invasives par laparoscopie sont préférées à la chirurgie ouverte en raison des avantages sur le plan du rétablissement post-opératoire, de la douleur et de la reprise des activités normales. Notez que pour les tumeurs de moins de 3 cm de diamètre, l'ablation par radiofréquence ou la cryothérapie réalisée par voie percutanée constituent des options intéressantes et à faible risque de complications avec un taux de survie sans récidive presque équivalent à la néphrectomie partielle. Pour les tumeurs localement avancées avec envahissement de la veine rénale et la veine cave, la chirurgie peut être curative en l'absence de métastases ganglionnaires ou à distance. Concernant les cancers du rein à cellules claires métastatiques, le traitement est souvent à visée palliative, mais certaines guérisons sont possibles. La néphrectomie cytoréductive, c'est-à-dire retirer le primaire en présence de métastases, est envisageable si le niveau de performance du patient est adéquat et si le volume principal de cancer se retrouve dans le rein. Également, la métastasectomie est à envisager si possible car elle permet d'être curative dans certains cas. Le cancer du rein étant radio- et chimiorésistant, la radiothérapie peut toutefois constituer un traitement palliatif en cas de métastase osseuse. Dans les dernières années, la thérapie médicale ciblée s'est avérée une option palliative très efficace quant à la réduction de la taille tumorale et à l'augmentation de l'espérance de vie. Plusieurs familles d'agents biologiques ont été développées, tels que les anticorps monoclonaux dirigés contre le VEGF, par exemple le bevacizumab, les inhibiteurs des récepteurs du VEGF comme le sunitinib, ou les inhibiteurs de la voie mTOR comme le temsirolimus et l'éverolimus. Plus récemment, l'émergence de l'immunothérapie a permis de développer de nouveaux anticorps monoclonaux ciblant l'antigène 4 cytotoxique ou l'interaction PD1-PDL1 entre les cellules tumorales et les cellules T infiltrantes. En visant ces mécanismes, les cellules tumorales ne sont plus en mesure d'utiliser les voies inhibant la réponse immunitaire antitumorale. Bien que très efficace, l'immunothérapie n'est pas spécifique aux cellules tumorales, ce qui met les patients à risque de développer des complications auto-immunes. Il est donc important de rester à l'affût de symptômes systémiques au cours du suivi. Mais cette approche a tout de même permis des rémissions complètes durables chez un certain nombre de patients. Dans les prochaines années, le défi sera de développer des traitements personnalisés en ciblant les sous-types génétiques des carcinomes à cellules rénales. En conclusion, il est donc important de distinguer les masses rénales solides de kystiques, puis les masses bénignes de malignes. Les cancers rénaux localisés font généralement l'objet d'une exérèse à visée curative, tandis qu'une approche combinant néphrectomie, métastatectomie et immunothérapie ou thérapie ciblée permet de ralentir les cancers métastatiques, mais les guérisons sont rares malheureusement. C'est ainsi que nous complétons ce podcast sur le cancer du rein. Je vous remercie énormément pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. Cette balado-diffusion a été revue et approuvée par Julien Letendre, urologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.